galère sur 88.4, sur 88.4, 88.4. Ouais, donc Roca, bonjour. Ça va tranquille? Comment tu vas? Bien, ça va très bien. Ouais. Donc voilà, on va te présenter un peu. Tu es d'origine colombienne. Ouais. Tu es issu d'une famille de musiciens. Aussi. Ouais, tu as commencé un peu par les percus, tu as appris le solfège aussi. Oui, aussi. Tu peux m'expliquer un peu Bah, comme je dis, j'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps, quand tu rentres dans la musique, tu rentres par vocation. C'est-à-dire, je fais partie d'une famille d'artistes. J'ai eu le privilège de connaître les hauts et les bas de ce que c'est un artiste. Ça veut dire qu'il faut tenir le coup quand ça va mal et il faut avoir la tête fraîche quand ça va bien. Donc je sais comment ça opère parce que de famille, je l'ai vu. Donc quand moi je suis rentré dans la musique, je suis rentré par rapport à la famille. Parce que c'était comme ça. Mais le rap, le hip-hop, il est venu dans ma vie, dans mon adolescence, avant de l'adolescence, parce que c'était la musique qu'on écoutait dans le quartier. C'était le hip-hop, on dansait, on faisait du graffiti. Je te parle des années 85, 86. C'est là où moi j'ai été impacté par ça et j'ai trouvé que c'était un moyen de pouvoir m'exprimer en tant qu'adolescent, en tant que gars de quartier, par rapport au hip-hop. Tu comprends? Non. Donc quand je suis rentré dedans, en vérité, c'est pas que je suis rentré un peu par effraction parce que j'avais d'autres cultures musicales. Mais le hip-hop regroupait toute l'énergie dont j'avais besoin d'avoir pour un équilibre. En tant que jeune adolescent, tu as vu, stressé, dans des ambiances parfois qui sont, avec des mauvais exemples parfois qui sont autour de nous. Le hip-hop, c'était genre, la lumière. Comme une religion carrément pratiquement, c'était comme une lumière qui arrivait et qui disait écoute tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais on n'est pas rentré en pensant qu'on allait en vivre. Simplement c'était au lieu de traîner dans le quartier, de faire le con à rien faire, on écrivait, d'autres qui breakaient, tu vois. Donc c'était un passe-temps constructif, tu rencontrais plein d'autres gars, tu serrais des go, tu allais dans des soirées, tu avais un truc sociable, tu avais un truc à raconter. On t'identifiait parce que tu rappais bien, ou parce que tu dansais bien, ou parce que tu étais un déchireur qui était en train de déchirer tout Paris en tag. Donc tu vois, c'était une autre reconnaissance qu'on te faisait dans le quartier au lieu de dire ah lui c'est un gros grossiste, oh, lui c'est un gros lurdy, lui c'est une grosse Kaira, t'as vu? C'était un endroit où c'était fini ça. Enfin, si, il y avait toujours ça parce que c'est le milieu, mais je veux dire, on vantait le côté bon de l'être humain, pas le côté négatif. Genre, lui, il est bon et c'était un gars qui se frappait bien, mais maintenant c'est un putain de breaker, donc on le respectait pour le break. Tu comprends ce que je veux dire? Et dans le rap, moi, j'ai trouvé une manière de pouvoir m'exprimer dans la musique grâce au rap. Tu comprends? Mais c'est en 90 quoi. Moi, j'ai commencé, très très tôt. J'écoutais, déjà, je me rappelle des trucs de Radio Nova, 88, 89, le Nico Mo, tout ça. Je connaissais les textes par cœur des rappeurs. Pour nous, c'était toute la clique Rockin' Squat, Nicomo, Kassassin, Little MC. Tous ces mecs-là, c'est ce qu'on écoutait, que mettait Dynasty avec Lionel D, Rico Reverse, M. Weedy, le sens M. Weedy. Tous ces mecs-là, c'est ce qu'on écoutait, t'as vu? La cassette d'Ayam qui arrivait, tout ça. C'était l'époque aussi des premiers micros ouverts sur Paris. Des premiers micros ouverts sur Paris. Moi, j'étais encore trop petit et donc moi, du coup, quand je suis rentré à rapper, c'était Radio Aligre. Radio Nova c'était fini, j'ai rappé à Radio Aligre, je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Et on rappait déjà là-bas, t'as vu, mais j'étais pas encore à la Clica, c'était pas la Clica, c'était un gars de quartier qui venait rapper à Radio Aligre. Et j'ai rencontré les gars de la Clica et à partir de là, il y avait une organisation, il y avait des gars qui faisaient des beats, ils avaient des MPC, ils étaient plus âgés que moi. Tu vois? Bah ouais, moi j'étais jeune. Le plus jeune c'était Raphaël, mais moi j'étais jeune. Si j'avais 18 ans, il y avait des gars, ils avaient 27 ans ou 26 ans, ils avaient déjà des enfants même. Tu vois, on était encadrés. Je sais pas comment te dire. C'était une très bonne école pour moi. Parce qu'il y avait une compétition positive et ils sont là pour cadrer surtout. Ouais, pour cadrer. Et puis même, je sais pas comment dire, il y avait une hargne à cette époque-là où dans le fait où il n'y avait pas le côté business encore qui était rentré en jeu. Donc il y avait le côté... D'amour du hip-hop quoi en fait. Ouais, d'amour, mais de vouloir briller. Je sais pas comment dire, de vouloir briller par rapport à ton talent parce que il n'y avait que par rapport à ton talent que tu pouvais briller. Il n'y avait pas encore des gars qui mettaient de la thune derrière, des gros grossistes de cité qui étaient en train de faire du lavage d'argent sur la tête d'un pauvre michto pour après récupérer des ayos et mettre de l'argent sur une pizzeria ou dans un kebab. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas encore ce truc-là. C'était les gars qui contrôlaient un peu le truc, ils étaient encore dans la passion, tu vois. Putain, je peux sortir de la rue à un moment donné,
mais de faire du son, être avec ces gars-là, tu comprends ce que je veux dire? C'était une autre ambiance, c'était une autre ambiance. Ça venait pas d'internet, c'était pour la rap de la rue. Ouais, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de radio qui mettait du rap, c'était directement à la rue. Et si c'était la radio, c'était des émissions très spécifiques, il fallait les enregistrer en cassette, on se les tournait. C'était une autre époque, je dis pas que c'était mieux, mais c'était une autre époque. C'était la fondation. C'est les écoles qu'il y a eu avant moi, avant nous et après nous, qui ont fait qu'aujourd'hui il y a des gars qui peuvent prétendre vivre de faire des clips de rap, vivre de faire du son, libre de danser derrière un groupe, libre qui peuvent se dire aujourd'hui je pars dans un quartier, je peux rapper et faire carrière. Moi, à mon époque, si je disais hey, j'ai envie de faire du rap, je vais faire de l'argent avec du rap, mais tout le monde te rigolait dessus. À cette époque-là, justement, c'était pas la même façon de faire du rap aussi, il n'y avait pas encore la MAO. Donc comment s'est passé l'enregistrement de votre premier album, par exemple, avec la Clica? Et bah, disons que à l'époque, on rappait tout le temps. On rappait tout le temps. On n'était pas des artistes de studio, on était des artistes de concert, de MJC, de freestyle, de radio, où on se posait à rapper contre les autres, tu vois. C'était là que ça se voyait. Parce que déjà, il fallait prendre le micro, que la rue te laisse prendre le micro et que tu puisses sortir de la scène intacte. Parce que c'était que... Ah ouais, c'était... Fallait y aller, hein. Moi, si t'avais pas ton équipe, ton truc, c'était chaud pour toi. C'était chaud, c'était pas genre comme ça, c'était pas la fête. Hein. J'ai vu plus d'un DMC qui sont aujourd'hui encore présents se faire défoncer la gueule devant moi dans des situations où tu vois c'était là l'ambiance, c'était une autre ambiance, c'était d'autres lois, d'autres styles de gens. C'est comme la danse de combat. Ouais, c'était la danse du combat. Ouais, mais même c'était d'autres trucs parce que c'était un autre truc, c'était une autre époque. Donc après, nous par exemple, nous on se faisait connaître par rapport à la rue, c'est-à-dire on vendait les vinyles dans les magasins, dans les disquaires, c'était du vinyle encore. On allait à les sorties des écoles vendre les CD, non, les cassettes et les long play, les vinyles. C'était une autre époque, c'était une autre époque. Ça ne veut pas dire que c'était mieux, c'était une autre époque. C'était une autre manière de faire les choses. Aujourd'hui, il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il y a des artistes qui peuvent se faire connaître avec YouTube, tout ça. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est moins bien. C'est une autre époque. Ça, il y a de tout, il y a à apprendre et à jeter. Sauf qu'avant, la rue, elle exigeait le bon. Celui qui sortait de là était bon. Mais avant, il n'y avait pas, tu as toujours prôné, il n'y avait pas le mot rappeur avant. C'est le mot MC, tu reprenais comme un MC. Ouais, c'était un MC, c'était MC. Et rappeur, bien sûr, c'était le rappeur, mais c'était MC. Aujourd'hui, c'est les termes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, quand on est arrivé, nous, on avait le respect pour les anciens. Parce qu'on savait que les anciens, c'était eux qui avaient fait en sorte que nous, on puisse aujourd'hui avoir une brèche ouverte, un passage ouvert. Aujourd'hui, j'entends des gens qui ne respectent pas les anciens. Mais d'un genre, je repars sur un autre débat, c'est un peu logique. Parce qu'en vérité, le hip-hop, c'est pas une culture qui vient d'ici. Le hip-hop, c'est une culture qui est importée des États-Unis. Aux États-Unis, jamais ça n'arrivera qu'un Tyga ou qu'un nouveau rappeur de la nouvelle génération, si de moi, un Milk Mill ou un Rick Ross va mal parler de Public Enemy ou va mal parler de Slick Rick ou de Nas ou de Jay-Z ou de Run DMC ou de KRS-One. Jamais. C'est le sous-respect. Tu vois, tout le monde connaît les fondations, tout le monde connaît un couplet de KRS-One, tout le monde connaît un couplet de... En France, j'ai l'impression que comme c'est pas la culture d'ici, les mecs ils grandissent comme des porcs, comme des cochons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ils adaptent n'importe quel style. Ouais, je fais du rap, ouais, tu fais du rap. Et ils n'ont aucune fondation, ils sont pas dans la musique. Ils sont pas dans la musique. Je dis pas tous, hein, heureusement. Mais je dis, ceux qui sont en train de marcher, malheureusement, que tu entends la radio, ils sont pas dans la musique, ils sont dans la bicrave. Ils savent même pas qui c'est ça, qui c'est soit. Ils savent pas. Et ils disent même dans leur texte, nique le rap. Le DJ, même. Ouais, allez, nique le rap. Nique le rap. Fuck le hip-hop. Attends. Quand tu rentres dans la culture, tu peux pas dire fuck le rap, fuck le nanana. Tu fais partie de cette culture-là. C'est comme si je suis en train de... Je sais pas, moi, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si t'es peintre et tu dis fuck Picasso, fuck Rembrandt. Avec précision, j'achète mon intellect, le sexe femme qui peine. Première convulsion, chante des pulsations. Je suis l'homme que tu détestes, mais celui que ta femme. J'attaque comme un armée. Claque, sac, papy, mon sac comme mon vin à cognac. Remarque, mon cycle zodiaque c'est le dos. Recto verso, je suis scorpion, petit mais costaud. Balance, balance, toi
je le fais bien pour toi. Ramène ta... Mais laisse le flingue chez toi, j'ai une paix. À moi tout seul je forme un groupe. Avant de parler, ton dans la bouche, une fois ta langue. Cash, flash, full tapis rouge, full autographe. Mais je reste le même pour encore plus fort, encore plus de courage. Vise la rupture. Est-ce que ça va Marseille ou quoi? J'ai toujours eu cette impression qu'on parle plus de musique maintenant en fait. On parle plus de musique, les gens parlent de chiffres. Les gens parlent de chiffres, les gens... Tu vas voir une maison de disques, ils savent pas ce que c'est une flûte et un saxophone. Pour eux, c'est la même merde. Tu vois, ils savent pas ce que c'est un flow, ils savent rien. Ils savent les chiffres. Combien tu as fait de views sur YouTube, combien tu t'as vendu de vinyle, combien des chiffres. Ils sont pas dans un développement de carrière. Ils sont dans la bicrave. Ils sont dans une course à prendre vite un narvalo, vite fait, prendre l'argent avec lui, le larguer vite fait et prendre un autre narvalo qui arrive l'année prochaine et faire la même chose. Et c'est des gens qui sont des victimes finalement. Et c'est pas trop ces rappeurs de fromage ou de carottes comme tu veux les appeler qui sont en vérité coupables. Eux ils rentrent dans un engrenage, c'est un gars de quartier qui fait de la thune. C'est une victime. C'est un pauvre gars de quartier qui est en train de faire de la thune. Et peut-être c'est même pas lui qui fait de la thune, c'est les gars derrière qui sont en train de blanchir du zéyo, qui sont en train de faire de la thune sur son dos. Imagine, le pauvre, c'est une vraie victime, un vrai mouton. Mais il est là, malheureusement il pollue. Parce que parfois il y en a qui balancent un message dégueulasse. Parce qu'ils sont pas cernés par des critères. Ils n'ont pas de fondation. Ils sont pas dans l'art de durer, de faire quelque chose. Ils sont dans la bicrave. Donc si c'est la mode de péter sur un micro, ils vont péter sur un micro. Si c'est la mode d'avoir une crête sur la tête, ils auront une crête sur la tête. Si c'est la mode de... tu vois, c'est un autre délire. Mais comme je te dis, pour moi, ça fait pas partie de mon monde. Moi je le vois d'un œil très... Ça fait 20 ans que je suis là. J'en ai vu plein des gens arriver comme ça et partir. Ouais, donc, c'est éphémère. C'est éphémère, donc moi je le vois comme disons, une pollution. Comme une pollution qui malheureusement affecte ensuite le niveau musical de ce que les petits écoutent. Je vais te donner un exemple. Dans un pays de vin ici, d'accord? La France, c'est un pays de vin. Si je te donne à boire que du vin dégueulasse, mais que du vin dégueulasse, sachant qu'il y a du bon vin. Mais je te mets à boire que de l'agneau dégueulasse. C'est d'un truc dégueulasse. Mais ça y est, ton estomac, ton palais, il s'est habitué à boire de la dégueulasserie. Je te ramène un Bordeaux qui coûte 40 € la bouteille. Pour toi, ça va être pareil, glou glou glou. Tu vas même pas voir la différence. Parce que ton palais, il est habitué à ça, à de l'agneau. Donc c'est un peu pareil qui se passe avec Louis. Les oreilles. Avec les oreilles. Quand tu t'es à écouter de la merde, même après ta couille, il y a un truc bien, tu peux croire que le truc bien c'est de la merde. Pourquoi? Parce que pour toi, les trucs qu'on t'a dit, que le système ou que les gens dans ton entourage ont dit que c'était bien, c'était de la merde. Et donc toi, ton critère c'est celui-là. Ça c'est bien. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ça, malheureusement, ça pollue parce que ça affecte une génération de victimes, encore, de petits jeunes qui... Qu'est-ce que tu vas dire, un gars de 13 ans, il s'en fiche de la musique encore. Le gars de 13 ans, il veut vivre, il veut se brûler avec le feu, il veut tousser avec une cigarette, il veut s'enjailler et se saouler avec une bouteille de vodka de mauvaise qualité. Il veut vivre quoi. Donc pareil, la musique, il la reçoit comme un entretien dans sa découverte de la vie. Parce que c'est ça, on est dans une découverte de la vie. Donc il est dans une découverte de la vie et il commence à écouter que de la merde. Ça c'est dangereux parce qu'il grandit sans critères. Et donc du coup, toi tu vas lui faire écouter un truc qui est bon et il va croire que le truc bon est mauvais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont plus non plus d'esprit de recherche, tu vois. Toi, quand tu t'es mis au hip-hop, il y avait déjà un passé qui n'était pas d'actualité. Pas tous, tu sais, il y a une nouvelle génération d'MC, comme les gars que tu vas voir aujourd'hui ce soir au Boss Booster et tout ça, qui font quand même attention à la rime, ils ont un sens de la rhétorique, de la poésie, du flow, de comment se positionner en tant qu'MC, tu vois, par rapport même à un concept d'une image. Ils sont dans d'autres délires, donc c'est pas vrai. Il y a une génération de gars, mais malheureusement, c'est pas celle que les médias exposent. Il faut savoir que les médias, ça les arrange de piétiner le hip-hop, une culture dont ils n'appartiennent pas et dont on dit des choses, des vérités qui dérangent. Ça les arrange pas, eux. Qu'on dise que ce journaliste, c'est un gars d'extrême droite, qu'on dise que lui, c'est un nanana, ça les arrange pas. Parce qu'on discerne les choses, on les dit d'une certaine manière. Il y a des médias, ils ont besoin de balancer de la merde sur des... Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es intelligent, t'es une arme, t'es un danger. C'est un danger un mec comme moi qui arrive dans une émission à 20h. Si le journaliste il pose une question mauvaise, parce que moi je suis pas un gars qui va faire je suis un gars qui va contourner la question, qui va savoir répondre, qui a du vocabulaire, qui a du verbe, qui réfléchit,
Tu comprends? Ouais, ouais. S'il veut me casser, je vais le casser, il va se ridiculiser en direct. Tu comprends ce que je veux dire? Il va pas pouvoir avec avec des mecs comme nous. Ils peuvent pas. Ouais, tu Ça le vois les souvent. arrange de voir un teubé qui va arriver et faire son guignol, un swagman, un ce que tu veux, tous les noms sont permis là, tu vois. Un carotman, appelez-les carotman tous. Est-ce que tu es de ceux qui trouvent que faire du rap c'est être contestataire? Non, c'est de la musique qu'on fait. Donc après c'est à toi de voir si tu as envie de. C'est comme si de la peinture, tu peux pas. Si un gars il veut peindre des fesses, il peint des fesses. Si un gars il veut peindre des choses dangereuses ou des messages, il peint des choses dangereuses. Si un gars il veut parler de la poésie, il peut parler des papillons. C'est de l'art après. Si maintenant le gars avec sa poésie veut dire autre chose, c'est autre chose. Il y a plein de branches différentes. Maintenant c'est clair que tu peux pas faire un album qui parle que des papillons. On va se demander, on va se poser des questions sur toi. Donc c'est pareil quand tu fais un film ou quand tu regardes un entretien. T'aimes avoir parfois de la musique qui dit pas grand chose parce que tu as envie de te divertir dessus. Mais à un moment donné, tu veux aussi que l'artiste il développe un thème sur lequel il va développer quelque chose qui va te faire réfléchir et tu dis ah là, il est arrivé fort. Et tu verras que dans l'histoire de cet artiste-là, c'est ces morceaux-là qui vont devenir des classiques. Et les autres, en vérité, ça sera plus des hits ou des freestyles, quoi, comme on appelle. Mais pas tout le rap peut être contestataire. Par contre, le rap et le hip-hop, il doit être vrai. Pas contestataire, mais vrai. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'art, à mon humble avis, peut-être je me trompe, d'autres personnes ont un autre avis à moi, mais dans mon avis à moi, dans le monde dans lequel j'évolue, que je vois, moi qui ai grandi à Paris, j'ai vécu 10 ans à New York, qui vis aujourd'hui à Bogota, qui a vécu à chaque fois dans les endroits et fait de l'argent dans ces endroits-là, et qui a dû recommencer de zéro et se prendre des coups dans la gueule et reprendre de zéro, moi j'ai parfois un objectif différent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le hip-hop, comme dans l'art, ce qui dure dans le temps, c'est les choses qui sont vraies. Quand tu fais un truc vrai, sincère, ça va durer, ça ne sera jamais éphémère. Parce que tu as marqué une trace indélébile d'un truc vrai, un soupir qui est resté dans une empreinte, dans une écriture, dans un enregistrement, une mélodie ou quoi que ce soit, c'est un truc vrai. Quand tu commences à mentir et à t'inventer des trucs, tu deviens un acteur. Tu peux jouer n'importe quel rôle, quoi. Ça veut dire, là, tu fais le rôle du gangster parce que c'est à la mode. Devant le plateau télé, il faut faire le gars cool, donc tu fais le gars cool. Je sais pas, après, je sais pas, tu vas dans une émission, tu fais le guignol, tu fais le guignol. Donc, t'es un acteur. Donc, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Mais, à mon critère, à moi, c'est pas ça que j'attends d'un gars qui utilise et qui manipule une arme tellement dangereuse et tellement avec tellement de power, tellement de pouvoir, de portée, que le rap, que ça soit réduit à un niveau comme ça. Parce que le portée du hip-hop, elle est vachement plus large que voir un gars tourner autour de la tête et tu crois qu'il tourne simplement autour de la tête. Dans sa danse, il peut véhiculer un message de souffrance. Il peut véhiculer quelque chose, son corps s'exprime. Le graffiti, c'est pareil. Tu peux faire un tag qui dit ton nom et nique la police, mais tu peux faire aussi coup un truc comme sur les murs qu'il y a en Palestine et en Israël ou en Égypte, des graffitis artistes qui sont en train de faire des fresques politiques qui ont à voir avec l'histoire du pays, où il y a des gens qui ont été morts sur ce mur-là, ils sont représentés. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu vois un Picasso, la Guernica, le tableau Guernica de Picasso, c'est quand il y a eu la bombe qui a explosé dans la guerre civile espagnole. Tu vois des chevaux qui sont éjectés, des têtes coupées. Tu vois, après c'est comment toi tu veux l'exprimer, mais je trouve que la portée de l'art, elle est tellement forte que oui, on peut parler de papillons, oui, on peut parler de chatte, on peut parler de couilles, oui, on peut parler d'AK-47, mais c'est tellement triste réduire ce pouvoir de portée qu'on a à ça. Mais surtout que les jeunes, ils les écoutent des fois plus que les profs, les rappeurs. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais parce que les petits jeunes, ils sont rebelles et malheureusement, ils ont parfois des mauvais exemples. Et malheureusement, il y a beaucoup de moutons. C'est des victimes. Et on ne peut pas dire que la France, la politique française n'a pas tout fait pour justement faire une nation de moutons un peu. C'est fait exprès un peu, t'as vu, c'est une nation de moutons. Regarde le président qu'on a là, il va en Vespa le soir, faire ses histoires, faire ses niquer à gogo. Bon, il peut le faire, ça c'est pas. Mais ça prend un mauvais coup pour une France où il y a des gens qui dorment dans la rue
qui sont dans la misère absolue, Ah, ils qui donnent n'ont pas de l'exemple- boulot. L'exemplarité, elle Et n'existe voilà, il au donne niveau pas de- un bon exemple. Ah ouais, donc lui, il a tellement rien à foutre. On te demande Eh. de serrer la ceinture à toi. Ouais, mais il continue là, à- et toi, tu es tranquille en Vespa en train de penser à la chatte que tu vas fourrer dans la nuit. Mais pour toi, les réalités, c'est plus les mêmes. Tu es à Bogota, tout ça. Ouais, mais- Tu es à New York. Non, mais je veux dire dans ta musique, quoi. Ouais, mais moi, j'ai une vision, tu sais, universelle. Je vais te raconter. Qu'est-ce que tu penses? L'amour, tout le monde aime. Dans n'importe quel endroit du pays. Et la peine, tout le monde va peiner ou tout le monde va souffrir. Dans n'importe quel endroit du pays. Maintenant, tu peux pas dire que lui, il a un degré de souffrance plus élevé que le tien. Parce que tu sais pas comment est chaque fragilité et chaque homme. Sensibilité. Chaque sensibilité. Peut-être qu'un gars, dans un petit truc qui lui arrive à la vie, va souffrir comme si il avait perdu toute sa famille dans un massacre en Bosnie. Tu sais pas comment il souffre, la personne. Donc, moi, en tant qu'MC, j'utilise le sentiment universel. Le sentiment universel des choses, c'est-à-dire la souffrance, la peine, l'amour, ce sont les choses qui sont comprises dans n'importe quel langage, dans n'importe quelle ethnie, dans n'importe quelle partie du monde. Ce sont des choses humaines. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon rap. Je ne suis pas en train de parler d'un quartier, je ne suis pas en train de parler d'un secteur, d'une rue. Et pourquoi je ne vais pas te parler d'un quartier? Parce que même si on est issu des quartiers, à la fin, le quartier ne t'appartient pas. Il y a une pelleteuse qui arrive parce que la mairie a décidé que ton immeuble est insalubre. Et toi, tu as vécu là depuis deux générations. C'est ton quartier. Il y a la marque de ton premier baiser que tu as fait. Il est à côté de l'arbre de la cité. Enfin, c'est ton quartier. C'est ta vie. Tu as des potes qui sont morts. Tu as rigolé. Tu as tout fait là-dedans. Tu as défendu ton quartier. Tu t'es même battu avec des gars dans un autre endroit parce que tu justifiais que ton quartier était plus fort que l'autre. Mais à la fin, le quartier, il n'est pas de toi. Il est de l'État. L'État, il décide que ton quartier il est insalubre et tout. Il envoie des pelleteuses, il rase tout. Et c'est fini ton quartier. Donc tu déménages et c'est fini. Donc défendre un quartier, comme je te dis, dans ces temps misérables d'aujourd'hui, il faudrait plus défendre à la rigueur une identité. Une identité d'un mec de quartier, mais défendre ta rue, ton quartier, en vérité c'est le système qui est en train de te réduire à ça. Il est en train de te réduire à te faire croire que ta portée et ton objectif et ton horizon s'arrêtent au bout de ta rue. Ouais, comme ils essayent de faire du communautarisme, Voilà, comme ils essayent de se mettre au dans bout des de ta rue, cases. dès que tu sors de bout de ta rue, tu as l'air d'être étranger. un étranger. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pas même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait c'est divisé pour mieux régner. Donc ça les arrange de te parquer dans des minorités, dans des quartiers, parce qu'ils savent que de là tu vas pas bouger. Parce que comme tu es un gars de quartier, malheureusement le quartier s'est déteint sur toi. Tu as une manière de parler, tu as une manière de penser qui après se choque avec les gens qui sont en train de vraiment contrôler le business dans lequel toi tu es en train de vivre. Et à la fin, toi tu es en train de payer pour eux. Parce que tu es en train de payer des impôts, tu es en train de payer ton électricité, tu es en train de payer ton gaz, tu es en train de payer ton truc, tu es en train d'acheter des produits au supermarché, tu es en train de consommer leurs produits qui te mettent à la radio, consommer les produits qui te mettent à la télé, et tu es une victime. Parce que tu n'arrives pas à te défendre, parce que tu n'as pas les mêmes armes qu'ils ont les autres. Donc tu vois, d'où l'éducation, d'où tout ça, tu vois, d'où justement avoir une musique qui t'éduque un peu. Je dis pas qu'il faut s'installer sur une table et écouter du rap. C'est bien, ça fait du bien parfois d'écouter un rap qui parle d'une chatte et tout, tu rigoles, c'est bien. Mais ça fait du bien aussi d'écouter un rap qui dit quelque chose et qui te ramène à penser et à te dire ouais, il a raison, putain, ce mec-là, il dit un truc qui est vrai. C'est pas con ce qu'il est en train de dire. Tu comprends? Et c'est un peu ce que je reproche, c'est que je trouve qu'il y a du rap comme ça en France, mais malheureusement, c'est pas celui qui est exposé dans les médias. Pourquoi? Parce que les médias, les radios, les télés sont pas contrôlés par des gars du hip-hop. Elles sont contrôlées par des gens que les gars du hip-hop, on leur a donné les props et les armes pour eux prendre plus de pouvoir et nous diviser. Donc eux, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent sur le clash de Rof et Booba. À la fin, eux, ça devient des victimes carrément même. Même si eux, ils réfléchissent, c'est des hommes d'entreprise, mais ça devient un peu des victimes. Comment ça se fait qu'une radio, elle place un son d'un gars et après le son de l'autre gars qui les insulte? C'est qu'elle veut justement faire la confrontation, ça l'arrange. Bien sûr. Donc du coup, après, comme tu es un gars de quartier, ça gonfle ton ego. Tu as des équipes à côté de toi qui gonflent ton ego, tu pètes un câble, et si tu n'as pas trop de jugeote, tu tombes dans le panneau. Mais c'est normal, mais c'est pas que dans le rap ça. C'est même dans la vie de tous les jours. Toi, tu es avec tes gars, il y a un autre gars qui te chambre, tu dis rien parce que tu es cool et tu sais que ça peut aller en couille. Mais s'il y a un gars de ton équipe qui te chauffe, il dit oh là 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 là, t'es en train de oh là là, et il te chauffe,
Et tous les jours, si toi t'es quelqu'un de normal, tu vas dire attends ça va, je sais me contrôler le gars. Mais à un moment donné, le gars qui te chauffe, ton entourage qui te chauffe, tu vas péter un câble. À un moment donné, tu passes comme ça, tu vois le gars et bah tu lui rentres dedans. Et c'est la guerre après. Je parle de leçons, j'arrive mon fuck, je fidélité au hip-hop, chizo, bilingue espagnol, puedo rapar en 2 sabes quién soy, leçon pour faire ce qu'il chantait en 2001, je passe pas tout à zéro, vétérano, toujours synchro, même en acapella, je suis dans le tempo, pierre dans ma peau, j'ai trop d'argot, trop flow, trop, asiano, j'ai monté le malo, c'est ce qu'on a qui remplit mon frigo, Son premier album solo, j'avais pas hésité à mettre des rythmes de cumbia. Ouais, c'est vrai. Tu C'est avais vrai. pas, tu vois, j'étais vraiment allé chercher les instrus, je veux dire, Ouais, au fin ouais. fond de l'Amérique du Sud. Oui, mais je trouve que c'est important. Et tu vois, un reproche que je peux faire aux beatmakers français, j'ai pas la science infuse. Hein. Je veux pas me positionner comme quelqu'un qui pense savoir tout du rap parce que non, je suis juste un de ces protagonistes comme d'autres ont peut-être mais dans mon monde à moi, quand je vais te donner un exemple. Parce que la vie, il faut donner des exemples. Il ne faut pas parler pour parler. Je vais te donner des exemples que j'ai vécu. Concrets. Quand je suis arrivé aux États-Unis, en 2001, m'installer là-bas, j'ai vécu dans le Queens. Et les sons de la cliquante étaient très influencés par les sons du Queens. Et j'ai remarqué que les mecs dans le Queens, quand j'allais dans les studios et que je faisais écouter un peu les trucs que j'avais fait, tu vois, pour leur donner mes références à moi, qui j'étais, loin de me la raconter, hein, juste parce qu'il me dit ah, tu rappes en français, vas-y, je leur mettais mon rap. J'ai vu qu'il y avait des producteurs qui avaient la rage. Ils me disaient mais pourquoi vous prenez le son du Queens là? Vous n'êtes pas du Queens, vous êtes des Frenchies là. Et c'était pas des nerds comme ici, la majorité des producteurs qui sont des gars posés là-bas, c'était des Kaira qui étaient avec un 9 mm en train de dealer de la weed et ils avaient une MPC et ils faisaient du son aussi. Hein. Mais c'était des OG. C'était des OG. Ah ouais, là-bas. C'était des OG, des gars qui se tapent et tout. Et je voyais qu'ils me faisaient des remarques, tu vois. D'où tu prends le son du Queens ici. Et je me faisais écouter des trucs de rap français, on dirait un son d'ici du Queens. Est-ce que tu vois que les gars de LA ils font des sons du Queens? Non, ils ont leur son à eux. Est-ce que tu vois que les gens d'Atlanta ils ont notre son à nous? Non, ils ont leur son à eux. Donc pourquoi les Frenchies prennent notre son du Queens? Et j'ai senti une tension, ce qui est tout à fait normal. C'est comme si par exemple tu parles de cumbia là. C'est comme si je vois une orchestre japonaise faire de la cumbia dans le monde entier. Kumbia Chan, ça s'appelle, au Kumbia Chin, au Kumbia Li. Quoi, ça existe? Non, je te dis. Moi, je te crois, moi. Ouais, je te dis. Tellement, hein. Bah, les Colombiens vont prendre la rage sur des Japonais qui font de la cumbia. Ils vont les trouver sympathiques au bout d'un moment donné, mais au bout d'un moment, il fait oh, quand même, oh. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, c'est un peu pareil ce que j'ai vu quand je suis arrivé à New York. Donc, en tant que producteur musical, parce que je suis aussi producteur musical, j'ai dit non, là, il y a une faille. Je suis plus à Paris. Je suis plus dans un hip-hop qui s'influence du rap américain. Là, je suis aux États-Unis même. Il faut que j'amène ma sauce dans la musique. Je ne peux pas faire un truc qui existe déjà. Et en plus, je ne suis pas de là. J'ai commencé à mettre des samples et à travailler avec des musiciens et à ramener une vibe latine dans mon rap, dans les sonorités, dans le tumbao. Le tumbao, c'est le groove, dans les syncopés de basse, dans les syncopés de rythme, dans les styles de flow, dans les refrains, dans tout, et à créer une musicalité. C'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces dernières années. Et ce que je peux reprocher un peu, et ça a vraiment marché pour moi, parce que la preuve, j'ai eu des nominations au Latin Grammy grâce à cette fusion musicale. Et d'être tourné dans le monde entier. J'ai joué au Maroc, j'ai joué devant au festival de Timitar, on a joué en Algérie, j'ai joué à Varsovie, j'ai joué en Suède, j'ai joué avec de la musique justement plus ouverte. Donc ça m'a permis de jouer dans plein de trucs. Tandis que si je faisais du rap à la Queens Bridge, et je suis même pas du Queens, ça se voit comme un narvalo, un mec qui est en train de mentir, un copieur. En fait, tu t'es ouvert l'esprit, le gars, en fait. C'est pas le gars, c'est la vie. Je remarquais, tu vois, tu remarques. En tant que, tu vois, il faut un gars de quartier remarque les choses. Si tu es en train de dealer un truc et que tu vois que ça se vend pas pareil et que tu as changé un peu la couleur du pack et que ça se vend mieux, bah tu vas continuer dans cette lignée-là. Tu as vu, c'est comme dans cet esprit-là que tu vois. Tu fais ah ouais, ça m'a. Et ce que je reproche un peu aux producteurs français, c'est que la majorité, on est d'accord avec nous, avec moi, on est d'accord que ici, les rappeurs, on est tous issus d'une migration. Moi, je suis peut-être un des seuls Colombiens, mais la majorité, c'est Maghreb et Afrique du Nord, Afrique noire, et les Antilles.
mais c'est d'accord avec moi, c'est quand même l'Afrique qui domine. C'est une origine, quand même, une migration africaine qui fait du rap, tu vois, qui domine, qui ont des stars. Et contrairement à justement, qu'ils soient justement aussi près de l'Afrique, t'entends pas l'influence africaine dans la musique. C'est vrai. Hein. Si tu veux écouter la tendance du rap français, il suffit d'allumer la radio américaine aux États-Unis et les Français vont faire la même. Ils essayent de faire la même. Ouais, ils essaient de faire la même. Tu reproches le manque d'identité en fait. Ouais, je reproche que justement, que justement on peut faire un truc à l'américaine, voilà, nanana, ouais, y a pas de problème. Voilà, tu as envie de le faire, tu fais, tu es libre, tu es un artiste, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de peindre des hamburgers, tu peins des hamburgers. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je reproche un peu ce manque de musicalité aux producteurs qui justement ils ne cherchent pas les influences, ou très peu le font. Et d'ailleurs, quand ils le font bien d'ailleurs. Tu vois, par exemple, un morceau comme Youssoupha. Et Youssoupha, c'est pas n'importe qui, c'est le fils de Taboulé Rochereau, un des plus grands chanteurs de musique africaine du Congo. Donc c'est pas n'importe qui. C'est le James Brown de là-bas, tu vois. Donc il a su prendre l'influence de sa famille, de son patrimoine familial. Et il en a fait une musique super bien. Que justement, tu l'as fait écouter aux États-Unis, ils vont l'aimer. Parce que. Non, mais quand je te dis aux États-Unis, les producteurs, les gens de l'industrie vont aimer parce que justement, elle se différencie de la leur. C'est un son différent. Pourquoi est-ce que ça marche dans la house, la French Touch? Parce que tu la reconnais. La house américaine, c'est pas la house de Chicago, c'est pas la même house qu'il y a en France. Regarde Daft Punk, même s'ils chantent en anglais et tout, tu sens qu'il y a une touche très européenne dans la manière de concevoir les trucs, même si la majorité des featuring qu'ils ont, c'est très américain. Mais il y a une French touch. Si on dit qu'il y a une French touch, c'est qu'il y a une French touch. C'est comme le vin français avec le vin californien, ouais, voilà, ou le vin ou le vin de Chili. Parfois, c'est la même vignoble. Ça s'appelle le même vignoble, c'est la même. Ouais, mais même en Californie, tu as du vin français. Tu ouais, sais pas, français, mais il n'a pas le même goût. Parce que c'est la terre. Exact, bah, c'est ça que je veux te dire. Le rapport à la terre, il est pas le rap ici, c'est pas le même qu'aux États-Unis. Tu comprends? Et il faudrait plus peut-être mettre notre identité, l'identité qu'il y a ici, quoi. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Tu travailles avec des très grands à New York, tu travailles avec des très grands en Amérique du Sud, tu as monté un groupe en Amérique du Sud, presque Coronas. Oui. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as tourné dans le monde entier. Je veux dire, tu es un peu plus ouvert. Oui, mais aujourd'hui, si tu veux, on revient à la même chose. Moi, mon exemple, et je pense que ton exemple aussi à toi et tous les gens qui sont issus de l'immigration, nos exemples à nous, c'est nos parents. Ok? Si on a la chance d'avoir des parents qui nous ont bien éduqués, nos exemples à nous, c'est nos darons. Quand tu vois que ton daron, il a quitté son pays à une époque où c'était pas vraiment facile et qu'il est venu ici manger de la merde et qu'il a quand même réussi à faire une famille sans passeport, sans rien, parfois tu es dans des conditions lamentables et tout. Nous, qui sommes issus de l'immigration, qui avons un passeport français aujourd'hui, qui sommes français, français d'origine, ce que tu veux, mais français, tu as un passeport. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir peur de sortir d'ici. Si nos parents ont réussi à sortir d'un endroit, à arriver à un autre, vraiment, sans connaître la langue, sans parler rien, avec une valise en carton dans la main, et c'est bon, c'était une autre époque. Mais ils l'ont fait. Comment ça se fait qu'ici, si tu n'es pas content de là où tu vis, bah, prends ta valise et tu as un passeport européen, mon frère. Tu n'as pas un passeport africain, tu n'as pas un passeport cubain, tu n'as pas un passeport iranien ou pakistanais ou tchétchène. Tu as un passeport européen, mon frère, où tu peux aller vivre en Allemagne, tu peux aller vivre en Italie, tu peux aller vivre en Espagne, tu peux aller vivre au Portugal, tu peux même aller en Angleterre, où tu veux, mon pote. Donc à partir de là, c'est toi qui as peur.
Et je crois que la France, elle crée un système de peur. D'ailleurs, tu vois dans la politique, les étrangers font ça, donc les gens, ils ont peur des étrangers. Et dans les quartiers, il y a ça, donc les gens, ils ont peur des trucs. Et à Marseille, il y a les calages, donc les gens ont peur de Marseille. C'est des peurs. Donc, comment est-ce qu'on alimente, comment tu contrôles, comment un État contrôle les gens avec la peur? Avec La peur, mais c'est un truc de fou, la peur. Mais même toi, quand tu as peur du vide, par exemple, ou tu as peur de l'eau, parce que tu as vu des requins dans des films ou dans des trucs, tu as peur, tu es terrorisé. Tu vas à la mer, tu touches plus le pied. Et tu vois que tu es à 40 mètres de la rive, si tu connais pas la mer. Mais un gars, il est terrorisé. Il voit un truc qui lui passe sur la jambe comme ça, il croit que c'est un requin. C'est parce qu'il est dans un monde inconnu. Pourquoi? Parce qu'il a tellement vu d'images de gens qui lui ont dit que ça fait peur, qu'il a peur. Donc moi, je pense que c'est un peu ce qui se passe. Ici, la politique française, elle te fait croire que ici, c'est le pays des droits de l'homme, je sais pas quoi, tu as la sécurité sociale, oui, tu as tout ça. Mais elle crée un conformisme en toi qui est nécessaire dans une société, mais en même temps, il te dorlote dans une sorte de cage en or qui est fausse. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu veux vraiment faire un prêt à la banque, on ne donne pas. Quand tu veux faire ci, on ne donne pas. Donc tu vois que. C'est une fausse liberté, enfin. Ouais, t'es là, tant que tu fasses pas chier, tu fermes ta gueule, tu consommes ton Ricard, tu joues l'auto sportif, tu vas voir l'OM ou le PSG et t'es là avec ton équipe et t'es tranquille et tu nous fais pas chier. Tu payes des impôts et tu payes tes impôts et tu fermes ta gueule et tu restes dans ton quartier de merde. Donc on ne veut pas que tu sortes de là, tu nous fais pas chier. Dès que tu commences à sortir dans la rue, à vouloir faire des révolutions, on dit c'est des casseurs, c'est tout ça, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Est-ce que toi en Amérique du Sud, en Colombie, tu es un peu avec les santerres ou... Bon, en Amérique latine, ce qui se passe, c'est que la vérité, tu peux la payer très cher. Ouais. Donc ici, par exemple, quand tu habites ici, tu as le droit de la liberté, tu peux parler. Et c'est à ce moment-là qu'il faut t'en profiter. Quand je rappe, je représente ceux que l'on oublie. Je l'avais dit en 97. Parce que c'était mon état d'esprit et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas changé. J'ai la possibilité de voyager, de parler, de pouvoir parfois représenter, sans le vouloir, moi-même, une communauté ou un état d'esprit d'une communauté. J'ai l'opportunité d'un coup de sortir du truc et de pouvoir la représenter d'une manière digne. Alors que parfois, eux ne peuvent pas. Tu comprends? Donc, c'est un don et c'est un privilège. Et en vivre, c'est encore plus un privilège. Donc c'est un privilège, une bénédiction. Il faut... merci le Seigneur, merci mon Dieu de me donner cette opportunité, de me laisser cette liberté de pouvoir vivre de ma musique et avoir une gratitude. Parce qu'on est un privilégié d'un coup. Je ne veux pas dire que je ne souffre pas, on ne pleure pas, oui, mais on a ce privilège-là d'être écouté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en France, tu as ce privilège-là. En Amérique latine, tu peux payer très cher ce que tu dis. Très cher. Dans certains pays. Ouais, quand tu dis des choses contre des gens qui sont. Comme dans les pays en Afrique, comme dans les pays où il y a des injustices qui sont impuniment. Qui n'ont pas d'impunité. Et quand tu vis dans des endroits comme ça, et tu fais attention à ce que tu dis. Et si tu ne fais pas faire attention, tu sais les conséquences qui s'en suivent et qu'il peut y avoir. Beaucoup d'enlèvements. Des enlèvements, des menaces, tu peux avoir des choses, tu sais, ça dépend dans quelle portée d'atteinte tu as. Si tu commences à faire des révolutions, à engendrer un truc, ça peut vite venir très dangereux, tu vois. Je dis pas qu'il faut rentrer dans le moule, mais disons comme je te dis, en France, tu as le privilège de pouvoir dire ce que tu veux, donc essaie de dire le moins de conneries possible. Et quand tu es arrivé là-bas, tu es arrivé avec le passeport un petit peu du français, rappeur français ou non? Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, moi, mon background, il est français quand je suis arrivé là-bas. Tu connaissais déjà? Ouais, non, mais moi, mon background était français. Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai fait la Clica, j'ai fait ça, j'ai fait cet album-là, j'ai vendu double disque d'or ici, j'ai fait ci. Mon background était français. Mais comme j'étais en train d'évoluer dans un milieu latinos, les gens, je ne sais pas pourquoi, ils ne comprenaient pas que je pouvais parler français. Un Colombien qui parle français. Pour eux, c'était... Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ils ne comprenaient pas. Donc du coup, j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je produise des trucs en espagnol parce qu'il faut que je fasse un nouveau répertoire. Si je veux vivre de ma musique aux États-Unis, en Amérique latine, il faut bien que je vende un produit en espagnol. Donc j'ai commencé à me consacrer à rapper en espagnol et avoir un répertoire en espagnol, que les gens l'écoutent, que les gens le demandent, pouvoir remplir des salles avec un répertoire en espagnol. C'est le message que tu véhicules en espagnol et en français? C'est le même roca,
mais avec, dans un monde différent. Il y a beaucoup de rapports à Pachamama, tout ça. Bah, ça dépend dans quel. Au début, quand j'ai commencé avec Tres Corona, c'était vraiment un groupe de quartier, 3 immigrés du Queens qui étaient là, avec d'autres nains, on est en train de se débrouiller. Moi qui venais de Paris, d'ailleurs, le premier morceau, je disais que je viens de Paris. Transportando kilos de flows de Colombia, de Paris à Nueva York, todo por la gloria. Hein? Tu vois, en train de transporter des kilos de rimes de Colombie, de Paris à New York, tout pour la gloire. Dicen que somos bravos para el negocio, nos honoran. Tu vois, je parlais de Paris tout de suite. Et même dans mon rap, tout de suite, mais les gens, ils comprenaient pas. Et Paris, pour eux, ils comprenaient Apps, tu vois. C'est après, quand maintenant il y a YouTube et tout ça, que les gars, ils font ah ouais, le gars, il rappe là. Et donc, là, du coup, t'attrapes un respect. Ils ont plus de respect. Mais au début, j'ai dû recommencer de zéro, locaux. C'était compliqué. C'était pas facile. Ça veut dire que j'avais un acquis d'expérience que tu pouvais pas me retirer. Tout à coup, bah ouais, tu me mets devant un teenager qui rappe, je te le mettais KO en 3 rimes. Je savais me positionner sur une scène, je savais prendre un micro, je sais enregistrer, je sais manipuler une MPC, je sais faire du son, je sais mixer, je sais faire ci. Bah, c'est clair que je les mettais à l'amende, tu vois. Et s'il n'était pas de mon niveau dans le rap, tu vois. Et d'un coup, ils disaient, mais c'est pas un rookie le mec. Et comme j'ai une tête de jeune aussi, les gens, ils disaient, ah, c'est un rookie. Mais tu vois, ils s'apercevaient que j'étais pas un rookie. Donc ils s'apercevaient, mais j'ai dû commencer de zéro, locaux. De zéro. J'ai commencé à vendre les CD, on allait à Washington, on allait à Chicago, on allait dans les villes à côté de New York. On partait en voiture avec tous nos CD, on les vendait dans les distributeurs mexicains, portoricains, dominicains, main à main. Tiens, je t'en donne 100. Et on repassait dans le mois, on leur prenait les ayons, on leur donnait 50 ou 100 ou 200 s'ils les avaient bien vendus. C'était comme ça. De zéro. Jusqu'à après, on a accumulé les trucs. D'un coup, on avait de l'argent pour pouvoir rentrer en studio. Zéro. J'ai commencé de zéro. Enfoncé, quoi, en fait. Parce qu'en France, ça va, tu avais quand même une réputation et compagnie. Dès ce coup, je te retrouve là-bas, tu te dis, bon, allez, je recommence à De zéro. zéro. J'étais obligé de recommencer à zéro. On rappait au Jimmy Bronx Café, la discothèque de Fat Joe à l'époque. Il y avait Daddy Yankee, mais il ne rappait pas de reggaeton encore. Le reggaeton n'était pas encore arrivé, c'était du rap. Il y avait tous ces mecs, il y avait Tego Calderón, mais il rappait du rap. C'était le backer d'ailleurs de Maestro. Et nous, on rappait avec eux. On était les seuls Colombiens, il y avait beaucoup de Portoricains, quelques Mexicains. Ouais, il y avait du terror, tout ça. Ouais, et nous, mais eux, ils rappaient en anglais, nous, on rappait en espagnol, attention. C'était un autre truc encore. C'est-à-dire le marché américain, anglo-saxon, acceptait le rap latinos chanté en anglais. Beat Nuts, Cypress Hill, Big Pun, ils avaient déjà fait des millions de ventes. Et comment tu es venu à travailler avec eux après, en fait? Mais parce qu'on a commencé à se faire connaître. On a commencé à se faire connaître, tu vois. Les labels ont commencé à parler de nous. Il y a un petit groupe qui fait des trucs bien. Et ils rappent tout en espagnol, c'est des Colombiens. Ils rappent sur des instruments de malades, ils sont super frères. Et c'était l'arrivée de YouTube. D'un coup, tu voyais des 2 millions de views sur des clips à nous. Tu vois, on faisait des concerts, les gens, c'est qui? C'est pas du reggaeton, c'est du rap. Ils entendaient que ça rappait en espagnol. On commençait à bouger en Amérique latine, en Espagne, en Californie. Tu vois, on a recommencé de zéro. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile parce qu'après, on s'est fait renverser par la vague, le tsunami du reggaeton. Et quand ils sont arrivés, ils ont aplati le rap. Le peu qu'il y avait de rap, ils l'ont aplati. Parce que c'était une machine de guerre, le reggaeton. Les latinos aiment danser. Ils ont l'attitude des rappeurs, mais c'est pas du rap. Pas du rap, ouais. Ça se danse, les meufs dansent. Le public est vachement plus Les large. latinos, ils voient une meuf danser, ils peuvent pas s'empêcher de dancer. Je crois que c'est de partout, ça. Et le rap, ça fait pas trop danser. Enfin, ça fait danser, mais c'est trop Des technique. initiés, quoi. Ouais. Surtout quand tu rappes Ahora nunca parcero, voy para arriba, me muero. C'est un autre truc de. C'est pas la même danse. Quand t'entends le. Les mecs, Toi aussi, tu as dansé dessus. non, ils veulent s'enjailler, c'est du zouk. C'est du zouk. en fait. Ouais, mais même j'en reviens aux Dominicains, parce qu'après, tu vois, on a du terror, les Fadio, les Big Pun, tu les as connus, tu vois, tout ça, toi? Oui, bien sûr, on les a côtoyés, mais ils rappaient en anglais, comme je te dis. Ouais, mais ils rappent en anglais, mais est-ce que. Comment tu en es tu vois, Bah, au début, ils kiffaient. Bah, au début, on a failli être même signé chez RIC, je sais pas comment ça s'appelait. C'était le label du frère de Big Pun, qui s'appelait Bouddha. Et il voulait nous signer. Et je me rappelle très bien qu'il avait le projet dans les mains. Il venait de sortir le premier disque de Akon,
Et Econ était dans les studios, il a écouté notre album, il a kiffé, on a passé toute une soirée à écouter nos sons. Et Econ il kiffait, il disait on dirait du rap américain mais en espagnol, c'est ouf, nanana, bref. Une petite anecdote quoi. Mais je me rappelle, il voulait nous signer, mais en même temps, et ces gars-là ils pensent beaucoup chiffres. Et le marché là-bas il est vraiment sans pitié. Et ils ont préféré investir sur du reggaeton, qui était sur du coup. C'était quoi? C'était pour Vous l'album pouvez Cosa te mettre Nostra? passer en boîte. Ou... Exactement, c'était pour l'album Nuestra Cosa. Ouais. L'album Nuestra Cosa, il a été pendant plusieurs mois dans plusieurs bureaux très importants aux États-Unis, prêt à être signé. Et finalement, on a été signé chez Machete Music, qui était un très bon label d'ailleurs, parce qu'ils avaient Daddy Yankee, ils avaient déjà. Mais c'était un label que de reggaeton. Donc on a dû se taper toutes les tournées avec ces chanteurs de reggaeton. Ça devait être bizarre quand même, non? Bah c'était bizarre parce que tout le monde était tout à coup on est arrivé ahora nunca Barcelona. Ah, c'est plus la même danse. Mais voilà, on se faisait respecter et tout le monde nous respectait, c'était bien. Mais c'était vrai que c'était pas facile pour nous. Et on n'était pas on nous passait pas dans l'endroit stratégique du concert, tu vois. Et là maintenant tu veux faire découvrir un petit peu ce que tu fais en Amérique latine, ici en France. Non, maintenant, maintenant parce que c'est difficile pour moi d'avoir deux répertoires différents. Quand je suis en France, j'ai un répertoire que je peux faire que ici. Et quand je suis en Colombie ou en Amérique latine, je peux pas faire mon répertoire français, je fais mon répertoire en espagnol. Donc ça me casse un peu les couilles. Donc là, cette dernière année, là, je suis en train de me consacrer à faire deux nouveaux albums qui sont en français et en espagnol. C'est les mêmes albums, identiques, mais rappés dans une autre langue. Mais c'est le même son, mais comme ça, je peux les rapper en France, en français, et les rapper en espagnol là-bas. Et c'est mieux. Donc là, il y a un album qui se prépare qui s'appelle Bogota Paris. Ouais. Et il y a Batos Locos qu'on va sortir là la semaine prochaine. Là, vous allez l'entendre sur scène là, pour la première fois en exclusivité. Et ça va être suivi d'un autre morceau qui s'appelle mythoman.fr. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir très identifiés. Et un autre qui s'appelle Babyface. Et l'album qui va sortir après pour le mois d'octobre. Et pour le mois en 2015, j'ai un album aussi, donc l'album Bogota Paris, c'est en deux langues, pareil. Ouais. Et un autre album qui s'appelle El Phoenix, qui sort aussi en deux langues, mais ça c'est pour 2015 et ça c'est un album plus conceptuel. C'est pour ça que je veux le lâcher plus tard, parce que cet album-là va les préparer. Tu l'as déjà travaillé déjà. Ouais, il va vous préparer à pouvoir aborder musicalement celui-ci. D'accord. Voilà. C'est un petit peu de la franchise, c'est une bonne petite salle. Ouais, non mais je kiffe venir à Marseille, c'est une très bonne salle la franchise. Et même si on avait joué ici, mais c'était ils ont tout renouvelé. C'était plus en underground. Ouais, c'était plus en underground, mais c'est de la balle. Je suis très content d'être à Marseille. Je suis très content d'être en France. Je suis très content de rapper en français. Je suis très content de rapper mes morceaux que les gens me demandent. Je suis très content de me renouer avec le public français. Je suis très content de revoir des collègues du rap français et de reprendre un peu la compétition musicale. Donc j'arrive frais, j'espère que les gens vont sentir cette fraîcheur dans ma musique, comme dans mon message, comme dans mes paroles. Et j'espère que ma musique plaira. Voilà. Et dernière question de ma part après. C'est bon, voilà. Vas-y. Donc est-ce qu'il y a une différence entre Marseille et Bogota, tu vois Ah oui, mais oui, parce que oui, bah oui. Je sens quand même un petit peu le... Non, c'est très différent. La Colombie, c'est un autre pays. C'est comme si je te dis, tu sens pas la différence entre... je sais pas moi... Mentalité surtout. Non, c'est très différent. C'est différent. Marseille, pour moi, c'est le premier port d'Afrique qui arrive en France. C'est l'immigration qui arrive brute, des vrais blédards qui viennent ici, du Comores, du Maroc, de Tunisie, des Algéries. De Kabylie, de tous les endroits, de tout le monde, d'Africains du Nord, Sénégal, de Mali, de Français qui se mélangent avec tout ça, des pieds noirs, des nananas, de tout, des Corses, des Espagnols, des Portugais, c'est cosmopolite. Et Bogota, c'est colombien. C'est vraiment colombien. Moi, je suis là derrière. C'est juste si tu peux faire un petit droit pour le Buzz Booster, pour les participants. Ici, c'est ROC, c'est une dédicace, une spéciale dédicace à tous les nouveaux talents du Buzz Booster qui vont arriver. J'espère qu'il y a un nouveau talent frais qui va arriver avec de l'intelligence, du lyrisme, du flow, de la poésie, papa. Donc, on est ici pour guetter les nouveaux talents
C'est une chance pour eux, un bon tremplin. Ici, c'est ROCCA, El Criollito, El Original, El Chief, comme vous voulez m'appeler, de bac ici sur l'Hexagone. Mon royaume, pour lui j'ai combattu. Le hip-hop, mon royaume, mon ose. Seul devant ma feuille en vie comme un babylone et son beat. Voilà, vie faire tant que je rappe, j'ai posé pour ce bénéficier. C'est mes qui me font une mémoire, un bout de page de ma vie. Je vois étoffer mon souffle pour être large aujourd'hui. Je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire. J'ai un regard amer sur certains amis que j'ai après. Je suis vite devenu la référence de chef. Le hip-hop, mon royaume, toujours réparti en fier. Pas de capot, des premiers trains au tard, le temps passe vite. Depuis que je sortais sur ma cassette de beat. Le posé gros était les dogs à l'heure du but. À l'époque j'étais bien trop petit, mais rêvé les trains ici. Comme eux, je n'ai pas besoin de fort, tout pour le hip-hop. À peine je commençais le défaut producteur. Fuck la pop et toute sa camelote. J'ai grandi parmi les menottes. Fuck de tchatcher comme cela me pote. Garçon old school, new school. Mais qui se fait du pognon en rapport. Représente 93. La fourche 18ème gare sur ma ligne 13. Le hip-hop au royaume. Pour lui j'ai combattu. Le hip-hop au royaume. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.